Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Salut les cools, je suis Mathieu et suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle fat interview sur Mordu le podcast. Si vous kiffez la glisse et l'outdoor, c'est sur Mordu que ça se passe. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir la quadruple championne du monde freeride Marion Herty. Le freeride, c'est un run de quelques minutes où les skieurs et snowboarders se jettent dans des pentes ultra verticales où chaque corniche, chaque bosse est l'occasion d'envoyer des tricks. Perso, je suis fasciné par ces épreuves de freeride et me suis toujours demandé ce que ressentaient les riders. Seuls au point de départ, en général sur un pic, avec ses pentes extrêmes sous eux, Marion nous a partagé ses sensations mais aussi ses secrets pour tout déchirer. Vous allez découvrir une championne extraordinaire pour qui le snowboard a été une opportunité formidable de s'épanouir. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Marion Herty, la reine du freeride. Salut Marion, bienvenue sur Mordu. Salut. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Marion, t'es quadruple championne du monde de freeride. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe dans ta tête au moment du départ et des sensations quand tu drops? Alors au moment du départ, c'est une sensation assez intense. Tu retrouves pas ça dans la vie de tous les jours. T'as un peu un mélange de stress, de lâcher prise parce que t'as mis tellement de choses en place ces derniers mois pour en arriver là, au sommet de cette montagne pour bien la descendre. Donc c'est vraiment une communion aussi avec la nature. C'est toi et la montagne, rien d'autre. Donc t'essayes de te détendre et regarder le paysage autour de toi et dire que t'as vraiment la chance d'être au sommet de cette montagne. Et puis t'imagines surtout ton run aussi. Il y a beaucoup d'imagination à faire avant, enfin de visualisation. Sur quel rocher tu vas aller pour sauter, quelle ligne, quel virage tu vas faire. Donc t'as chaque muscle de ton corps que tu vas essayer d'imaginer, d'interpréter comment il va fonctionner. Et une fois que tu as bien tout visualisé, ça va être le moment à toi de dropper. Et puis là, c'est une explosion d'énergie quand tu commences à rentrer dans cet instant de flow pendant ton run. C'est incroyable. Et c'est quoi ton secret pour justement être dans cet instant de flow? Tu as tout un travail mental aussi que j'effectue en fait en veille de compétition. Pour enlever tous les éléments négatifs qui peuvent intervenir, je viens vraiment me mettre dans une espèce de bulle de protection et toujours positif quoi qu'il arrive, qu'il fasse mauvais, que ma fixe soit cassée. J'essaie d'être toujours bien dans ma tête et même dans ma vie perso, j'ai vraiment besoin d'être stable et d'avoir un bel équilibre pour quand j'arrive en haut de la montagne, qu'il n'y ait pas de choses qui viennent interférer au niveau de ma motivation, au niveau de ma tête. Donc il y a toute cette intervention à faire, c'est pas seulement physique finalement, c'est aussi beaucoup dans la tête en termes d'engagement. Donc il faut trouver ce bon fil conducteur qui va t'emmener à être stable dans ta petite tête. J'ai l'impression que ton petit motto, c'est de dire profite, la montagne c'est beau et kiffe quoi le moment. Ouais, c'est ça. Et puis on a quand même la chance de vivre une vie incroyable, d'être en montagne tous les jours, de respirer l'air frais, de voir des paysages de dingue. Du coup, une fois que t'es là-haut, tu te mets à écouter de la musique. Moi, j'ai vraiment besoin de musique pour le coup pour évacuer la pression et le stress. Et après, si d'autres secrets... on a tous un peu nos routines. Moi, j'aime bien me taper dans les mains avant de dropper dans une montagne. C'est paraît bizarre, mais au moins, ça me réveille. Je sens qu'il y a l'énergie qui est là. Et boum, j'y vais. Je me lâche, quoi. Et j'allais te demander, je le disais en intro, t'es quadruple championne du monde. T'es la première à accumuler autant de titres en freeride, en snowboard. C'est quoi ton secret pour gagner ou qu'est-ce qui fait que t'es meilleur que les autres? Comment t'analyses ça? Je suis très dure avec moi-même déjà. Peut-être que ça peut jouer. Je suis passionnée par le snowboard énormément et depuis toute petite, je suis vraiment passionnée par cette discipline et j'essaie vraiment chaque année en fait de repartir à zéro en fait. J'essaie de pas rester sur mes acquis, de remettre des nouvelles choses en place chaque année, de garder les choses qui ont marché et je me remets tout le temps en question. Donc des fois ça pose un peu problème, mais des fois je pense que ça a des côtés un peu sains parce que il y a toujours des choses à améliorer, même si tu es champion du monde, tu peux améliorer ta hauteur, tu peux améliorer ton style, avoir des runs plus fluides. Donc chaque année je me fais mon petit feedback en mode qu'est-ce que je pourrais mieux faire, qui me ferait plaisir à faire l'année prochaine.
Ça va être quoi l'objectif là pour la saison qui commence? Alors l'année prochaine, enfin cette saison qui a commencé d'ailleurs, je change de circuit de compétition. Donc là, pour le coup, je vais sur un circuit de compétition qui est plus sur le côté américain et on te demande de faire plus de figures, il y a un peu plus de freestyle qui intervient. Et là, pour le coup, c'est sur des montagnes avec de la neige fraîche, mais il y a des modules qui sont déjà préfabriqués pendant l'été. Et là, en fait, il y a des sauts un peu partout où tu peux faire des figures. J'ai attaqué de but en blanc, on a droppé direct dans le freeride, mais on va revenir sur tes débuts. Et je crois que tu as fait plein de choses avant de faire du freeride. Mais alors, comment tu as commencé le snowboard? Ça a commencé comment cette aventure? Alors le snowboard, ça a commencé parce que mes parents, ils ont déménagé au pied d'une station à côté de Grenoble, Champs-Rousse. Et puis là, j'ai commencé à m'inscrire au ski du mercredi, au club. Et en fait, je faisais un peu n'importe quoi sur le snowpark avec des copains, on sautait les bosses, et on se faisait mal. Et là, il y a le coach du club de Champs-Rousse qui est passé par là qui m'a dit si ça te dit, voici mon numéro, si tu veux venir au club, t'es la bienvenue. Et puis bon, à cette époque-là, je faisais pas mal de bêtises au collège, donc ça a été un peu la carotte de ramener des bonnes notes pour pouvoir s'inscrire au club de snowboard. Puis en fait, de fil en aiguille, j'ai fait des compètes. J'ai commencé par les compétitions régionales, en border cross, en slopestyle, en halfpipe. En fait, tu te cherches un peu au début là, quand t'es adolescent. Et puis, je suis passée par plusieurs disciplines. En Coupe d'Europe, j'étais en border cross. Après, j'ai fait des Coupes du Monde en slopestyle. Et malheureusement, j'ai pas réussi ma qualification aux Jeux Olympiques de Sochi. Et j'ai voulu rebondir sur la discipline du freeride. Et puis là, ça m'a vraiment ouvert des portes. Et je me suis vraiment amusée, en fait. C'était vraiment un super beau virage à 90 degrés à prendre. Et depuis, je m'arrête pas. Alors, c'est marrant parce que je t'ai entendu souvent dire comme ça, ouais, moi j'étais dur. Quand j'étais pas dure adolescente, mais moi j'aimais bien faire les bêtises et tout ça. C'est marrant parce que c'est pas l'image que tu donnes aujourd'hui, parce que tu donnes l'image d'être vraiment une athlète super préparée. Tu es diplômée par ailleurs, on va en discuter tout à l'heure, mais tu as l'air super posée, super construite. Comment ça s'est passé? Tu dis finalement c'est la rigueur t'a demandé le snowboard qui fait qu'aujourd'hui t'es quelqu'un de posé. Comment t'analyserais le truc? Clairement, je pense que le snowboard, ça m'a vachement aidé dans ma vie à m'inculper des valeurs. Rien qu'en passant par le club de Champs-Rousse, mon entraîneur m'a inculpé plein de valeurs sur le respect rien que de ta parole. En fait, quand tu t'engages dans quelque chose, tu le fais à 100%. Et puis, j'étais tellement passionnée par ce sport qu'en fait, j'ai mis en place plein de choses dans ma vie de tous les jours pour être au top à chaque fois. Donc, c'est clair que le sport, ça a été l'école de ma vie plus que le collège ou le lycée. Même si j'ai continué en master pour être sûre d'assurer mes arrières le jour où le snowboard ça s'arrête. Et le snowboard, je pense que ça m'a clairement plus appris que l'école en soi. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi tes secrets au quotidien? Alors, tu dis que tu as des choses que tu as mis en place au quotidien. Est-ce que tu veux nous parler de d'autres trucs? Ouais, c'est un peu des trucs un peu perchés, on va dire. Déjà, j'aime bien essayer de me faire une liste de pourquoi je suis contente. On dit un peu la grateful list. Et c'est un peu un travail que je fais chaque jour pour avoir que des ondes positives et toujours positif à chaque fois, parce que je pense que c'est ça qui te fait avancer dans la vie, d'être positif. Et mes petits secrets au quotidien, c'est j'aime beaucoup lire plein de bouquins différents qui peuvent m'inspirer. J'ai la méditation, du yoga, tout ce qui tourne autour du bien-être, c'est des choses qui m'intéressent. La sophrologie, même tout ce qui est préparation mentale, c'est des choses que j'aime bien explorer, je suis curieuse et j'aime bien apprendre des choses chaque jour. Qu'est-ce que tu te fais comme exercice de sophro, de visualisation? Je trouve que c'est assez cool. C'est t'imaginer chaque membre de ton corps, chaque run. Des fois même, je me fais des petits dessins du run que je vais faire pour vraiment essayer de comprendre où est-ce qu'il faut que je me place, parce que si tu te trompes des fois de direction, ça peut vite mal se passer. En fait, c'est marrant, mais ouais, je mets tout en place autour du snowboard pour être bien dans ma vie, d'être claire dans ce que je fais pour pas faire de bêtises quand je suis en montagne. Quand t'arrives en montagne avec de la colère ou quand t'es triste, c'est là où tu peux faire des bêtises en fait. Donc j'essaie d'être vraiment le plus stable possible quand j'arrive au sommet d'une montagne. Il y a un truc aussi qui est marrant, hein. Je reviens un peu sur l'adolescence, mais vous avez connu un peu les débuts du snowboard où c'était un truc un peu pas de marginaux, mais c'était un peu les trucs que les cools faisaient sur le bord des pistes. Ensuite, le snowboard, c'est devenu ultra mainstream. Les gens de 20 ans, ils faisaient du snowboard, quoi. Voilà. Et là, le snowboard, on est arrivé dans une autre phase de l'industrie où c'est
redevenu un peu moins mainstream, quoi. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils font du ski et le snowboard, c'est devenu un peu plus minoritaire que ça ne l'a été. C'est une évolution du sport qui te plaît? Comment tu analyses le truc? Je pense que tout est une question de tendance. Tu vois, il y a quelques années, il y avait beaucoup de câbles de wakeboard, par exemple, qui ont fait apparition. Et ça a été une énorme mode, et là, ça s'est plutôt calmé. Donc, c'est vraiment par vague, en fait. C'est des tendances. J'arriverai pas à t'expliquer du comment et du pourquoi ça se passe comme ça. Mais tu vois, je pense vraiment que le snowboard, ça va revenir dans pas très longtemps à la mode. Et, parce que t'as un peu cette première génération de jeunes snowboarders qui deviennent papas, qui ont fait des enfants et qui ont enseigné le snowboard à leurs enfants. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Et pareil, même en ski ou en snowboard, il y a 10 ans, c'était beaucoup le slopestyle à la mode. Et maintenant, de plus en plus, tu vois des petits jeunes faire plutôt du freeride. Donc, c'est vraiment... t'as des tendances comme ça qui viennent, qui repartent. Le snowboard, encore aujourd'hui, le freeride, c'est une façon un peu de tracer sa propre voie? Ou je pense qu'au début, tu as cherché ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves encore dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr, tu as une sensation de liberté, surtout qu'en freeride, là, tu n'as pas la main de l'homme qui vient intervenir sur une face de montagne. Donc, c'est à toi de laisser aller ta créativité. C'est comme, faut voir vraiment une phase de freeride comme si c'était un papier et avec ta planche de snowboard, tu viens faire un dessin comme un crayon. Et cet aspect-là, elle est sans limite et c'est ce que j'adore dans ce sport, en fait. Et bon, c'est sûr qu'à la fin, tu as des juges qui vont te noter, te donner un score, mais en fait, au bout du compte, c'est à toi d'imaginer et de créer. C'est génial. J'aimerais bien voir un peu tes conseils pour ceux qui aujourd'hui font du snowboard et qui n'ont jamais encore, par exemple, passé les portes d'un parc. Comment on commence pour faire ses premiers tricks, ses premiers sauts en snowboard? Déjà, premièrement, il faut essayer de ne pas griller les étapes parce que quand tu grilles les étapes, tu risques de te faire mal. Donc, quand tu as vu une vidéo la veille sur Instagram d'un gars qui fait double cork, avant de faire un double cork, il faut quand même beaucoup d'entraînement et plusieurs années de snowboard. Alors, double cork, si tu peux décrire la c'est une figure. double pirouette dans les airs. Les conseils que je peux te donner, c'est vraiment déjà de la patience parce que c'est sûr que ça vient pas du jour au lendemain. C'est comme tout, c'est pas cadeau au début. Hein. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup de s'accrocher. Et quand tu commences à avoir un peu tes premiers feelings, c'est juste magique. Et puis c'est tellement spécial. Je trouve que dans notre société aujourd'hui, on manque beaucoup on veut que tout soit facile. Malheureusement, et je trouve qu'en fait il y a beaucoup de charme dans la difficulté, de se surpasser, le dépassement de soi, ça n'a pas de prix. Le jour où tu arrives à avoir je dirais pas succès, mais à avoir le résultat escompté, c'est tout simplement magique, quoi. Donc, le premier titre de champion du monde que j'ai eu, c'était un instant en suspension, c'était incroyable. Tu te souviens du premier trick que tu as passé? Mon premier trick, je crois que c'était un 180 front d'ailleurs. C'est pendant une compétition, ça s'appelait le Rossignol Air Tour à Champs-Rousse. J'avais, je crois, 16 ans. Ah non, même pas, j'avais 14 ans. Et j'étais super contente. J'avais gagné ma petite médaille. J'avais fait 2e. C'était mon premier cadeau que je recevais grâce à une compétition. Et c'était cool. Sur le tour natural, là, ça va être quoi un peu ton objectif en termes de tricks, le truc sur lequel tu bosses, là, que tu as envie de passer pour la saison? Depuis juillet, je travaille pas mal physiquement et même en termes techniques en freestyle et il n'y a pas tout qui marche. Malheureusement, du coup, j'ai un peu la pression d'aller sur natural cette année. En fait, l'année dernière, c'était un peu la magie de la découverte. Du coup, tu vas en mode on verra bien ce qui se passe. Et là, je sais comment ça se passe maintenant, donc je sais les runs qui marchent, je sais les tricks qui marchent ou pas. Donc j'ai un peu d'appréhension, mais j'essaie de gérer ça et on verra bien ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est une compétition, en tout cas la première manche, qui est faite pour faire du freestyle. L'année dernière, j'ai réussi à faire 2e parce que j'ai vraiment joué sur mes atouts de freerideuse, à aller tout droit, à faire des airs, mettre un peu de grab. Et cette année, j'aurais aimé pouvoir mettre un backflip ou un 3-6. Donc on va voir sur le moment si je me sens capable de le faire ou pas, parce que ça reste un sport à risque et si t'es pas là à 100% dans ta tête et que t'es pas confiante, c'est là où tu peux avoir un risque de blessure. On va voir sur le moment. En tout cas, j'ai vraiment mis en place toutes les choses pour réussir à scorer sur ça. Et ton appréhension, c'est sur le résultat ou c'est sur la prise de risque et le fait de poser des figures? Non, mais pas. C'est plus une appréhension de l'échec. Et on y passe tous un moment en tant qu'athlète. Parce que là, j'ai fait plusieurs titres sur World Tour et là, je dis au revoir à ce tour où je connais bien les phases, où c'est un peu la famille. C'est des copains, là, toute l'équipe qui s'occupe de ces compétitions. Donc là, je débarque vraiment dans un nouveau milieu. L'année dernière, c'était
Ouais, j'ai fait un peu la découverte, mais c'était un contexte particulier. C'était le Covid encore qui nous empêchait de passer du temps tous ensemble. Et donc c'est plus une appréhension de mal faire et de décevoir en fait. Moi, mon souci, c'est que j'ai peur de décevoir les autres, les gens qui m'aident et même les partenaires qui me font confiance. J'ai envie de leur donner l'appareil, quoi, d'envoyer le boomerang. Pourquoi t'es pas resté dans ta zone de confort ? Parce que je me dis que la vie, elle passe trop vite et qu'il faut aussi grandir et s'enrichir en faisant d'autres choses, en découvrant d'autres compètes, d'autres univers, d'autres personnes, d'autres montagnes. Et des fois, ça me fait un peu peur, mais je suis super contente d'avoir pris cette décision. Et cette décision, elle est motivée par quoi ? C'est uniquement découvrir autre chose ou il y a quelque chose de plus stratégique derrière ? Je connais pas bien les 2 tours, donc... C'est du dépassement de ça aussi. J'ai vraiment envie de présenter un snowboard qui me fait plaisir. J'ai envie d'arriver en bas d'un run où je vais être là, ok, c'est bon, j'ai réussi le run de ma vie en fait. Et je pense pouvoir essayer de le faire sur Jackson Hole ou Boldface ou l'Alaska. Donc c'est vraiment un défi personnel en fait pour évoluer ma ride. D'autres spots, d'autres horizons. Voilà, c'est ça. Alors il y a un truc que tu réussis très bien, hein, c'est de réceptionner des gros sauts, hein, façon vous les freeriders, c'est de vos spécificités quoi. Et on voit ça s'envole et ça pose nickel. Comment on fait pour poser ce genre de truc ? Pareil, tu vois, il y a tout un aspect technique que tu mets en place. Là, ça fait quand même des années que je fais du snowboard, ça va faire 20 ans. Non, si, 20 ans. 20 ans que je fais du snowboard, donc il y a beaucoup de choses à prendre là-dessus. Et puis il y a beaucoup de préparation physique aussi à faire. Faut faire beaucoup de gainage, faut préparer le dos, faut préparer les cuisses. Donc tu as tout un aspect physique à mettre en place pour arriver au top de ta forme. Et c'est surtout aussi pour éviter les blessures en fait. Parce que tu te lances pas sur des cliffs de 5 mètres, 8 mètres, 10 mètres du jour au lendemain. On a beaucoup parlé de compétition, mais le snowboard c'est aussi les trips, les voyages. Est-ce que tu peux nous revenir peut-être sur ton meilleur souvenir de trip ? Oh là là, il y en a tellement. Le premier qui te vient en tête. Je dirais peut-être le Chili, il y a 3-4 ans maintenant. On était invités pour un événement The North Face au Chili. Et en fait, on est resté 3 semaines là-bas et pas eu beaucoup de neige. Mais finalement, on a fait un espèce de camp de base au milieu des montagnes, à rider des faces, à faire du surf, du base jump. Enfin, c'était fou. Et même, en fait, c'était la vibe sur place, la culture du Chili. Les gens sont hyper calmes, hyper posés, hyper positifs. Et tu te sens bien, en fait, dans ce pays. Et c'est ce que j'aime aussi dans le snowboard, c'est que ça s'arrête pas juste sur de l'aspect performance. C'est que tu as tout un aspect culture, découverte. On a de la chance d'être dans un sport où on a le temps de faire autre chose que juste de la performance. C'est cool d'ailleurs d'être une fille, une femme dans le milieu du snowboard. En ce moment, c'est cool, ouais. C'est cool parce que vraiment, il y a une super belle évolution. C'est très positif ce qui se passe en ce moment pour la femme dans le sport en général, même en politique, même dans le monde. Il y a encore des choses à faire. Il ne faut pas rester non plus les bras croisés. Mais en tout cas, en snowboard, il y a des choses qui se passent. Et là, j'ai de la chance d'avoir des partenaires qui me suivent dans mes projets, dans mes compètes. Et c'est génial. Après, tu vois, sur le circuit du Free World Tour, je suis peut-être l'une des seules qui n'a pas besoin de travailler l'été pour subvenir à ses besoins pendant l'hiver. Donc je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Ouais. Et le snowboard, c'est vraiment ce que je trouve, c'est un des sports de glisse outdoor qui depuis toujours a quand même... Il y a toujours eu pas mal de femmes et de filles qui rident. Là, le week-end dernier, j'étais à La Plagne et je voyais encore plein de groupes de filles en snowboard. Enfin, c'est assez cool, il y a cette culture-là. Clairement, ouais. Mais il y en a plein, en fait, des filles. En fait, c'est rigolo parce que pendant des années, il n'y avait pas forcément beaucoup de matos pour les filles. Et puis, en fait, là, de plus en plus, on se rend compte que y a plein de nanas aussi qui ont envie de pratiquer. Et en fait, plus il y a de demandes de nanas qui veulent avoir du matos, plus en fait, il y a du matos. Enfin, c'est le marché de l'offre et la demande, c'est marrant. Et là, il y a vraiment quelque chose de positif qui se passe. Tu sens que les filles, elles ont envie de se dépasser maintenant. On peut parler aussi du fait que les réseaux sociaux, malgré qu'on critique, en fait, ça amène beaucoup de gens à faire ce sport aussi. Et je suis super contente d'avoir aussi cette possibilité d'avoir maintenant ces réseaux sociaux pour pouvoir exposer mon sport et développer tout ça, alors qu'à l'époque, il fallait être dans les magazines et fallait surtout être copain avec le directeur du magazine. Et maintenant, on a un peu notre propre plateforme pour montrer le sport et ça, c'est génial. Ah, c'est vrai qu'à une époque, il n'y avait que des mecs ou des filles en bikini. Et là, c'est vrai que le fait de toutes ces personnes là, qui communiquent
en snow, en surf, en skate. Ouais, clairement. Clairement. Et le nombre de messages que je reçois de petites nanas qui sont trop contentes, qui ont besoin de conseils, Enfin, vraiment, je prends ça à cœur parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à faire pour développer le sport sur ces réseaux. Ouais. On enregistre à la Rosière, au Safety Shred Days. C'est un événement qui est lié à la préparation, à la formation des avalanches. Je voyais justement, toi, sur ton profil Instagram, sur ton site web, que tu fais beaucoup de formations aux avalanches. Je participe à beaucoup de formations, ouais, clairement. Parce que en tant que rider, pro, c'est nous qui allons dans les faces un peu exposées. On y va tout l'hiver finalement sur la neige. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on devienne un peu plus fort dans ce terme de la sécurité et même aussi pour mettre à l'abri les autres, nos coéquipiers avec qui on part en montagne. Et je tire mon chapeau à Victor Davier parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'événement comme ça forcément avant en snowboard et il a réussi à développer une des super formations autour de la sécurité et c'est très important de faire ça, clairement. T'as déjà été confronté, toi, à des avalanches ou des grosses galères Je touche du bois. J'ai déjà eu un petit peu des galères en montagne, mais je n'ai pas jusqu'à rechercher des victimes sous une avalanche. Donc j'espère que ça m'arrivera jamais. Ou du moins que ça arrivera jamais à un proche. Alors, il y a une autre discipline dont on entend de plus en plus parler, qui est liée au snowboard, au freeride, le splitboard, cette espèce de snowboard de randonnée qui se sépare en deux pour monter. Tu pratiques, je crois ? Ouais, clairement. Ouais. C'est rigolo parce que c'est encore pas très connu, en fait. Les gens connaissent pas ces planches coupées en deux que tu peux remonter une fois arriver au sommet et transformer ça en snow. Mais c'est vrai que ça nous change la vie parce qu'avant on était en raquette, en galère avec notre snowboard sur le dos et c'était vraiment pas fun au début. Et c'est vrai que ça nous change la donne et il y a une vraie culture qui se développe à ce niveau-là. Il y a même une association qui a été créée il y a pas longtemps et ça a vraiment le vent en poupe, surtout quand il y a eu le Covid l'année dernière qui nous a empêchés de prendre les remontées mécaniques. Les gens se sont tous précipités sur les speedboards, donc c'est bon signe. Moi, j'en ai jamais fait encore. J'ai fait du ski de rando l'année dernière pendant le Covid, mais je voulais faire du speedboard et puis j'ai pas eu l'occasion. T'as un petit spot là dans le coin là, à conseiller pour une première sortie en speedboard, un truc sympa à faire? Mais tu vois, à Champs-Roux, t'as les vents, c'est vraiment une randonnée basique et si t'as envie de t'essayer là-dedans, c'est vraiment cool. Après, moi, je te conseille perso déjà d'essayer ça sur une piste quand il y a personne le soir. Tu vois, si t'arrives à prendre ta petite loupiote, quand tout est fermé à 16h30, tu vas sur une piste, au moins c'est assez sécurisé. T'essayes un petit peu ton matos sans être dans la galère, dans la neige. C'est mieux d'essayer comme ça en premier temps. Et du coup, les chaussures, c'est des chaussures de snowboard, c'est les mêmes que celles que tu utilises ouais, c'est en freeride? des chaussures de snowboard. Et puis là, de plus en plus, il y a des bonnes chaussures qui se développent à ce niveau-là pour le freeride et avoir une ouverture un petit peu comme ce qui se passe en ski de rando sur la chaussure, avoir une ouverture derrière pour laisser la cheville un peu plus libre. Et là, ça se développe pas mal aussi. Et du coup, tu as tes fixes qui font une rotation, tu montes parallèle ouais. à la planche, voilà, c'est ça. à la montée. Aux deux lattes. Et après, une fois que tu as rassemblé ces deux lattes au sommet, ça fait un snowboard et tu mets des fixations comme sur un snowboard normal. L'été, comment tu fais pour préparer ta saison? Tu pars en Nouvelle-Zélande ou tu restes dans le coin? Des fois, l'été, j'aime bien, selon mon humeur, selon ma fatigue. J'aime bien rester à la maison et la chance qu'on a, c'est qu'on n'habite pas très loin de Chamonix, donc on peut profiter d'un cadre de vie assez exceptionnel l'été entre grimpe, parapente, canyoning. Il y a toujours autre chose à faire en fait l'été, donc on s'ennuie pas vraiment. Des fois, ça m'arrive d'avoir l'envie de partir au Chili ou en Nouvelle-Zélande. Je devais partir en Nouvelle-Zélande d'ailleurs l'été où on s'est fait confiner, où c'était compliqué l'été dernier. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a la possibilité aussi d'aller sur les glaciers, par exemple aux Deux Alpes. Ou au Diableret, j'aime bien refaire un peu des touchés de neige de temps en temps pour pas oublier les sensations. Alors j'aime bien dans Mordu parler du lifestyle et de la conciliation de ce lifestyle avec les proches. Et en plus c'est intéressant parce que toi tu as dit que c'était important que tout soit bien stabilisé autour de toi. Enfin, tu l'évoquais toi-même. Comment tu fais pour concilier ta vie à droite à gauche, de voyage? Ça fait 20 ans que tu fais du snowboard, ça fait 10 ans que tu es pro-rideuse. Comment tu t'établis un équilibre? Déjà, il faut être sincère. Quand tu es fatigué, tu as le droit de le dire. Quand tu es énervé, tu peux le dire. En fait, plus tu es sincère dans ta communication avec tes proches, que ce soit ta famille, tes meilleurs amis ou ton petit copain, et plus les gens vont comprendre en fait ce qui se passe dans ta vie. En fait, c'est ça, la sincérité, c'est vraiment important. Donc ça, et puis s'éloigner tout simplement des gens qui veulent pas comprendre ton rythme de vie ou
on va dire, peut-être même les gens toxiques en fait. Moi j'ai la chance d'avoir des amis qui me suivent, des amis d'enfance depuis l'école, même au lycée, qui sont toujours là pour moi et qui le seront toujours. J'ai la chance d'avoir un entourage vraiment incroyable, avec une famille incroyable, des parents qui m'ont toujours soutenu moralement. Et pareil, un petit copain qui est toujours là pour moi dès que j'en ai besoin. L'entourage, c'est tellement précieux pour nous, les sportifs de haut niveau, ça n'a pas de prix, quoi. T'évoquais le fait que tu as passé un master, que c'était important pour toi, pour préparer, anticiper l'avenir. Tu te projettes comment là ? Bon, ta carrière, tu as encore plusieurs années devant toi, mais si tu anticipes, comment tu te vois évoluer dans la vie ? C'est pas facile de prévoir l'avenir, mais en tout cas, c'est sûr que j'aimerais bien partir plusieurs mois au Canada avec mon petit copain et partir à la découverte, faire un petit projet un petit peu autour d'un voyage dans ces prochaines années. J'aimerais bien pouvoir devenir monitrice en snowboard. J'aime vraiment bien partager ma passion avec les gens, leur faire découvrir justement le speedboard. Donc il y a ça, il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc je suis curieuse dans plein de choses en fait. Donc on verra bien sur le moment présent. J'essaie de me dire que le jour où la porte du snowboard se fermera, il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir. Il y a plein de pistes à explorer. J'ai vu que tu étais ambassadrice pour une initiative qui s'appelle Riders for Refugees. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors Riders for Refugees, ça existe depuis quelques années. En fait, le but, c'est de récolter des fringues qui vont aider en fait les réfugiés qui viennent en France, qui sont démunis. Il y en a parfois qui viennent en tongs, en short, traverser nos montagnes remplies de neige. Donc c'est récupérer un maximum de fringues chaudes dans l'industrie outdoor, de demander aux gens de ramener ça pendant des événements, de vider leurs placards, d'utiliser les choses qu'ils n'utilisent plus finalement. Et en fait, il y a toute une récolte qui se passe pendant l'automne. Et en fait, on redistribue ça après en novembre-décembre. Ah, j'ai trouvé que l'initiative, elle était juste canon et hyper smart, quoi, parce que effectivement, ces gens-là, ils ont besoin de fringues chaudes et voilà. Et dans l'industrie de l'outdoor de montagne, il y a. Et puis tu as de la seconde main aussi, tu as de la durabilité, tu as plein de facteurs en fait qui rentrent dans cette initiative qui sont vraiment nobles et c'est vraiment une chouette association, clairement. Est-ce que tu as intégré un peu tout ce qui est problématique environnementale dans ta pratique et dans la façon dont tu gères ta carrière ? Ouais, clairement, c'est un sujet qui me touche depuis plusieurs années. Après, c'est tellement un sujet compliqué, surtout qu'on est dans un sport où finalement on est vraiment dans la consommation. Rien qu'à d'aller rider, on va prendre notre voiture. Tu vois, par exemple, moi j'aimerais bien prendre le train en bas de chez moi pour aller rider, mais en fait déjà ça coûte super cher et t'en as pas tout le temps. Mais c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien, bien sûr, dans mes gestes. Je suis peut-être pas la personne à le montrer sur les réseaux sociaux, mais je fais des gestes dans mon quotidien, ouais, clairement. Tu l'as évoqué, tu fais du snowboard, mais tu fais plein d'autres sports de glisse. Je crois que tu as évoqué du kayak, du vélo. C'est quoi tes kiffs quand tu fais pas du snowboard ? J'aime bien en fait découvrir des sports. En fait, de redevenir débutant dans une discipline, j'adore en fait, parce que du coup ça me met plein de paillettes dans les yeux et j'ai envie d'explorer tout ça. Et puis j'aime bien un petit peu de comprendre comment je marche en fait dans d'autres sports. Je suis un peu dans la découverte de moi-même tout le temps. Et on a la chance d'habiter dans un milieu, comme je te disais tout à l'heure, où tu as plein de sports différents à pratiquer. Il y a un truc que tu n'as jamais essayé qui te ferait kiffer ? J'ai pas essayé le kitesurf encore, mais ça c'est sur ma liste d'ici peu. J'aimerais vraiment exercer ce sport. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans ? T'as le côté glisse plus vent, donc snowboard plus parapente, on va dire, entre guillemets. Et ça me ferait vraiment, vraiment kiffer de mettre au milieu d'une mer chaude avec du sable et me griller au soleil avec un kite, ça serait pas mal. Hein. Ouais, et j'ai vu des images de toi en parapente, effectivement. Oui, j'aime bien faire du parapente aussi. Après, je pousse pas la chose plus que ça parce que j'essaie de conserver mon physique pour l'hiver. Mais c'est un sport aussi qui est incroyable. Tu découvres la Terre autrement avec la vue du ciel. C'est magique. Quelle est ta plus grande satisfaction aujourd'hui ? 4 titres de championne du monde ? C'est même pas les 4 titres, c'est plus le chemin parcouru en fait. Là, j'arrive bientôt à 30 balais et quand tu fais le résultat de toutes ces années derrière moi, ça a été fou, quoi. C'était fou. Et pour rien au monde, je changerais la vie que j'ai eue. Tu évoquais aussi tout à l'heure le fait que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu aurais un livre à la fois inspirant et un livre que tu conseilles, un passionné qui écoute mordu là. Moi, j'aime bien Guerrier Pacifique.
Guerrier pacifique. Ouais, le guerrier pacifique, c'est un ancien athlète de haut niveau en gym, en fait, qui est un petit peu perdu dans sa vie là, et en fait, il tombe sur un peu je sais pas comment décrire, pas un magicien, mais un peu un mec qui fait des tours de magie, et en fait, il le fait un peu réfléchir sur son parcours et qui lui dit bon bah finalement, tu vois, c'est pas la médaille qui compte, c'est comment tu t'apprends sur toi-même, en fait. Bon, c'est un peu du développement personnel, mais c'est riche. Ok, l'alchimiste version praticable de gym, quoi. Ouais, un peu, c'est quoi. ça. Excellent. On arrive à la fin de cet épisode, Marion. Pour terminer Mordu, j'aime bien demander à mes invités qui ils aimeraient écouter, eux, sur Mordu. Est-ce que tu aurais un invité à nous conseiller? Alors, je vous conseille Nouria Newman en kayak. C'est une chouette nana et franchement, elle est tellement solide dans ce qu'elle fait. Je sais pas si vous avez déjà vu ce qu'elle fait, mais c'est une kayakiste Elle engage hors norme. grave, ça fait partie des gens qui font rêver sur le, Ah, mais sur clairement, le kayak. et Quoi. puis, Ça donne envie de faire du kayak. C'est ça, et puis elle fait des expéditions à l'autre bout du monde pour trouver des chutes d'eau jamais ridées. Enfin, ouais, franchement, elle m'impressionne et elle est super inspirante. Bon, bah écoute, on a déjà échangé quelques messages avec Nouria, j'espère qu'on l'aura. Marion, un grand merci pour ton temps. Merci à vous de parler de snowboard et puis de vous intéresser à cette discipline. Ah bah non, c'est un plaisir. Et puis bah écoute, on te souhaite tout le meilleur pour ce nouveau challenge. Et, merci beaucoup. On espère que tu vas tout déchirer. Ça va être cool. Salut Marion, ciao. Merci, ciao. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cet épisode avec Marion. Travail, passion et remise en question permanente, on comprend mieux comment elle a réussi à se constituer ce palmarès unique. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le. Envoyez-nous des messages sur Insta, partagez cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous que Mordu existe. Pour les plus mordus, on a créé une newsletter pour ne rien rater de notre actu. Abonnez-vous sur notre site mordulepodcast.com. En attendant le prochain épisode, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter l'épisode avec Sarah Heflin, championne olympique de ski en slopestyle. Son histoire est incroyable, vous allez kiffer. Allez, je vous laisse. J'espère que la prochaine cesse est pour bientôt. À plus les mordus.